Ils veulent saigner la classe moyenne et les épargnants. Et c'est ce qu'on va voir. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Klaus Schwab. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est de voir comment on va piocher dans l'épargne des Français et saigner la classe moyenne. Donc, qu'est-ce que la classe moyenne? Il n'y a pas de définition exacte, mais globalement, ce sont des personnes qui gagnent entre 2500, 3000 et 7000 euros, voire 10 000 euros pour la classe moyenne haute, qui n'ont pas le droit aux aides sociales de l'État, qui, évidemment, mangent à leur faim, sont logés décemment, mais toutefois n'ont pas une liberté géographique et financière leur permettant de partir en vacances tout le temps quand ils veulent et de se retrouver à vivre où ils veulent. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Euh, Ceux qui sont dans la classe moyenne vont se reconnaître. En général, ils peuvent avoir un, deux, voire trois biens immobiliers. Voilà, des comptes type PEA ou de l'assurance vie, un petit peu d'épargne, mais sans avoir un train de vie qui est faramineux, puisque en général, ils vivent dans les grandes agglomérations où le coût de la vie est cher. Et donc, ce sont des gens qui ne sont pas riches, mais on va dire qui vivent assez décemment, mais qui travaillent beaucoup, et qui payent aussi beaucoup d'impôts proportionnellement à ce qu'ils gagnent. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, des gens qui sont beaucoup moins aisés, j'aime pas dire le mot pauvre, et des gens qui sont très aisés, qui ont évidemment des experts qui leur permettent de payer très peu d'impôts par rapport à ce qu'ils gagnent proportionnellement, ou qui ont des aides de l'État, parce qu'ils sont évidemment, ils dirigent des très grands groupes, etc. Donc maintenant, on va mettre ça de côté et on va voir une situation, on va faire un point de situation d'abord sur la France. Donc on a une dette publique qui est de plus de 3000 milliards d'euros, d'accord. Nous, pour rembourser la dette, évidemment, vous savez que vous avez les cotisations pour le remboursement de la dette sociale, et donc ce qu'on appelle la CRDS. Et derrière, il faut comprendre qu'on s'endette pour rembourser les intérêts de notre dette. Aujourd'hui, le discours tenu par certains hommes politiques, et je ne vais pas les nommer parce que vous les connaissez, hein, c'est de dire que, en fait, il n'y a pas d'inquiétude, même si l'Union européenne demande à la France un plan de remboursement de la dette, bah, ils ont l'air de dire qu'il n'y a pas d'inquiétude parce que l'épargne des Français est supérieure au montant de la dette publique. Donc, si on comprend bien, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que, ok, il y a une dette publique, mais les épargnants, si jamais ça tourne mal, ils sont capables de rembourser la dette. Donc l'épargne, l'effort que vous avez fait à épargner, on va vous dire, vous allez payer si ça tourne mal. C'est un petit peu ça l'idée de justifier. Et effectivement, l'épargne des Français est plus importante que la dette. Selon les chiffres, certains diffèrent. Certains vont dire il y a 6 000 milliards d'euros en épargne et ça va au-delà des 15 000 si on parle en patrimoine pur, c'est-à-dire qu'on rajoute les biens immobiliers, etc., que les Français disposent. Et donc ça peut rembourser la dette. Deuxième chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est qu'on a une petite crise sur les marchés financiers. Et l'une des causes est la suivante, c'est que certaines institutions empruntaient en yens à faible taux, investissaient sur des actifs en dollars, qui avaient un taux, bien évidemment, un rendement plutôt plus important que le taux d'emprunt, et qu'ensuite, comme le dollar se valorisait par rapport au yen, ils revendaient l'actif et c'était facile de rembourser la dette en yens. Ça marchait évidemment jusqu'à récemment, puisque les taux d'emprunt, lorsqu'on empruntait en yens, ont augmenté et le yen s'est valorisé par rapport au dollar ces derniers temps. Je vous mets le graphique tout de suite, ce qui vous donne une petite idée de ce qui s'est passé, hein. Vous voyez bien que sur les dernières années, le dollar se valorisait par rapport au yen, et puis là, il y a une petite chute. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si les taux augmentent et que le yen se valorise par rapport au dollar et que votre actif il est en dollars, vous avez intérêt à le vendre rapidement pour rembourser votre dette. Et s'il y a du monde qui vend ses actifs un peu partout, ça trouble un petit peu les marchés financiers. Et donc, si on en vient là, entre la dette française, ce qui se passe sur les marchés financiers, et une loi qui est depuis quelques années en vigueur, qui s'appelle la loi Sapin, qui permet, dans des cas de risque évidemment économiques et financiers, de restreindre l'accès libre aux particuliers
évidemment sur une durée temporaire, des opérations de retrait, etc. C'est-à-dire que on peut vous bloquer votre argent sur une période normalement de 3 mois renouvelable, c'est-à-dire sur 6 mois en vrai. On peut, entre guillemets, vous restreindre l'accès à votre argent, et notamment les Français qui ont une assurance vie, et il y en a beaucoup, ça peut devenir dramatique. La situation, bah, elle pourra l'exiger dans les prochaines années, hein. Je dirais pas dans les prochains mois, mais potentiellement dans les prochaines années. Et donc, moi j'affiche la loi Sapin là, qui est en dessous, et les articles. Et donc vous comprenez bien que s'il y a un risque majeur, qui est potentiellement possible, on ne sait pas si des banques sont en train de faire faillite en France, puisque c'est assez opaque à ce niveau-là, ils ne vont pas vous le dire, parce que sinon tout le monde va retirer. Et si cela l'exige, un petit peu comme en Grèce, on va bloquer votre argent. Et vous voyez déjà que non seulement vous avez des limites de retrait, ça c'est mis en place aussi depuis quelques années. Lorsque vous faites des virements, vous êtes des fois limité. Lorsque vous faites un gros virement, on vous demande des explications. Donc on fait tout déjà pour contrôler votre argent, et la situation n'est pas optimale aussi bien vis-à-vis de la dette française, mais vis-à-vis des banques. Et donc là déjà, c'est un endroit où on peut taper votre argent. Autre chose, évidemment, ils ont ouvert les livrets de développement durable. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous devez laisser une certaine somme. Vous ne pouvez pas le vider jusqu'à zéro. Certes, la somme est ridicule, c'est 10 euros, mais vous allez avoir plus en plus de contraintes de ce type qui vous obligent à laisser un petit fonds sur des comptes. Mais si on vous oblige à laisser des petits fonds, c'est que l'argent ne vous appartient plus. Bah oui. Imaginons qu'il y a 1 million de Français qui est obligé de laisser 10 euros sur son livret de développement durable, ça fait quand même 10 millions d'euros de bloqués. C'est pas négligeable, certes, par rapport à la dette française, c'est négligeable, mais ça reste 10 millions d'euros bloqués assez facilement, puisque chaque personne est obligée de laisser 10 euros. Voilà déjà sur l'aspect état de fait aujourd'hui. Comment aujourd'hui ils vont aussi, évidemment, saigner la classe moyenne. Vous avez remarqué qu'on est passé depuis quelques années à un prélèvement à la source. Et depuis quelques années, on a une inflation. Mais comprenez bien que lorsqu'on vous prélève à la source, c'est-à-dire que l'argent, vous ne disposez pas de cet argent. Cet argent, vous ne pouvez pas l'investir, et donc vous ne pouvez pas le faire croître. Si vous ne pouvez pas le faire croître, en fait, c'est comme si vous avez perdu de l'argent, puisque l'argent, on ne vous l'a pas donné, vous ne pouvez pas l'investir et pas le faire croître. Et en plus, comme vous ne l'avez pas, vous subissez l'inflation. C'est-à-dire que si l'inflation est de 5% et que vous avez l'argent et qu'un objet coûte 100, et qu'à la fin de l'année, il coûte 105, l'objet, vous aurez pu l'acheter à 100, mais une fois qu'il est à 105, vous ne pouvez pas l'acheter. Et donc ça, c'est quelque chose qui a quand même un but de réduire votre pouvoir d'achat, et notamment ceux qui sont dans la classe moyenne. À partir du moment où on vous pioche dès le départ, ça vous empêche d'investir dès le départ. Et les régules, évidemment, des fois, on vous rembourse après coup. Mais c'est trop tard, puisqu'il y a eu de l'inflation aussi entre-temps. Donc, globalement, il est préférable de se faire prélever après que de se faire prélever à la source. Et ça, ils l'ont bien compris, et ils l'ont mis en place donc, depuis quelques années, mais c'est quelque chose qui commence quand même à réduire le pouvoir d'achat. Autre chose sur les impôts, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi ça m'est arrivé, des fois les déclarations bug un petit peu, on a fait la déclaration, le truc n'est pas enregistré pour une raison qu'on ignore, et si vous ne rendez pas dans les temps, vous avez une majoration qui peut être de 10%. Voilà. Bon, ça c'est un autre sujet. Troisième sujet qu'on va aborder, c'est l'immobilier. Je pense que vous avez tous remarqué, et c'est ce que je disais, la classe moyenne est en général propriétaire de sa résidence principale et a peut-être des autres biens. Le montant des taxes foncières a fortement augmenté. Donc on dit qu'il y a eu au moins 4,9% d'augmentation, chiffre officiel. Moi, à titre personnel, j'ai eu 30% d'augmentation. On est loin des 4,9. Donc, là aussi, on commence à taper dans votre portefeuille, mais ça va aller plus loin. Ça va aller plus loin, c'est-à-dire que maintenant, il y a des normes, de plus en plus de normes. Vous savez, le nouveau DPE.
C'est-à-dire quand vous avez fait un investissement, et notamment ce qu'on font des gens lambda, c'est pour préparer leur retraite. Et donc lorsqu'ils ont acheté, peut-être que le logement, le DPE, il était peut-être en G, en E, en F, j'en sais rien. Et là maintenant, avec les nouveaux DPE et du coup l'incapacité de louer un logement si la note n'est pas en, en dessous de D à partir d'une certaine date, hein, que je vais afficher tout de suite. Aujourd'hui en E, vous pouvez toujours louer. À partir de E, vous pouvez toujours louer, mais dans quelques années, je crois 2033 ou 2035, vous ne pourrez plus louer en E. Et ça va vous obliger soit à vendre votre bien, soit à faire des travaux qui coûtent cher. Non seulement ces travaux, ils vont vous coûter cher, puisque c'est des travaux d'isolation, mais non seulement, si vous faites de l'isolation par l'intérieur, bah, vous perdez des mètres carrés. Et votre actif, il vaut moins au mètre carré. Toujours sur l'immobilier. Et bah, il y a un projet de loi de finances qui n'est pas encore rentré en vigueur, hein, c'est un projet, et qui propose de réformer le statut que vous connaissez, qui était assez avantageux fiscalement, qui était le LMNP, loueur meublé non professionnel. Donc, globalement, il avait pas mal d'avantages. Que vous choisissiez le régime micro-BIC avec un abattement de 50% de vos recettes, ou que vous choisissiez le régime réel. Donc, en termes d'avantages, je vais faire simple. Donc, si vous choisissez l'abattement de 50%, c'est que si vous avez perçu 12 000 euros de loyer, l'administration fiscale avec l'abattement de 50% considère 6 000 euros. Si vous êtes dans la tranche des 30%, et bah, vous allez payer les 30% d'impôt sur le revenu sur vos 6 000 euros et les 17,2% de prélèvements sociaux. Globalement, l'État prenait un quart de vos recettes en impôts si vous avez pris l'abattement de 50%, et si vous êtes dans la tranche des 30%. Ou sinon, il y avait un autre régime, qui était le régime réel, qui avait un avantage certain. Un double avantage, c'est que vous pouviez amortir le bâti. Évidemment, il y avait les travaux, les intérêts d'emprunt, tout ce que vous connaissez, les charges, les meubles sur 5 ans. Mais globalement, j'en viens à l'amortissement parce que c'était vraiment ce qui faisait l'intérêt du meublé et de se mettre au réel. C'est-à-dire, imaginons que vous avez juste un bien 100 000. En général, on considère qu'il y a 15 000, voire 20 000 de terrain et entre 80 et 85 000 de bâti. Mais pour faire simple, je vais dire, allez, on a 85 000 de bâti. Le bâti, vous l'amortissez sur 20 ans, c'est-à-dire que sur votre résultat, si vous faites 80 000 divisé par 20, ça vous fait 4 000, ça veut dire que sur vos recettes, vous retirez d'office 4 000 par année. Ensuite, il y a les travaux, vous allez retirer. Ensuite, vous avez les charges, vous allez retirer, vous en tirez d'emprunt, etc. Ce qui faisait que potentiellement, les premières années, vous payez 0 € d'impôt. Et deuxième avantage, c'est qu'à la sortie, on ne prenait pas en compte le fait que vous ayez fait des amortissements sur le bâti. Et donc, pour le calcul de la plus-value, c'était très, très intéressant. Et donc, aujourd'hui, ils veulent mettre ce régime à plat, c'est-à-dire que prendre en compte des amortissements dans la plus-value. Donc là, ça va faire très très mal pour ceux qui avaient fait un plan sur plusieurs années, évidemment en location meublée. Et par ailleurs, ils veulent baisser aussi l'abattement de 50% à 40%. Et si on parle pour les logements meublés de tourisme, l'abattement était de 70%. Ils voudraient le baisser à 60% pour les logements notés 4 et 5 étoiles, et en dessous de 3 étoiles, descendre à 30%. Et donc là, ça fait mal pour les calculs. Mais encore une fois, ceux qui ont des petits biens comme ça, en général, ce sont des personnes de la classe moyenne, ce ne sont pas les gens extrêmement riches, ils ne sont pas touchés par ces soucis fiscaux. Là, vous voyez bien qu'on est en train de taper fort fort sur la classe moyenne et qu'on va saigner votre épargne. Voilà, j'espère que vous avez compris ce qui est en train de se passer, et donc on peut se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, il y a plusieurs idées qu'on peut donner. La première idée que je peux donner, c'est d'acheter de l'or. Pourquoi de l'or? Même si je pense qu'il fallait quand même en acheter avant, c'est jamais trop tard. Pourquoi l'or? Simplement parce que c'est à la fois une réserve de valeur, et donc c'est quelque chose vraiment d'intéressant. Lorsque le pouvoir d'achat baisse, votre pouvoir d'achat en or, en fait, il ne diminue pas. Ensuite, l'or est quelque chose qu'on viendra pas vous prendre en premier, puisque si on tape dans, évidemment,
les comptes en banque et que vous avez de l'or physique, c'est pas la première chose qu'on viendra récupérer, puisqu'il faut se déplacer pour le récupérer. Troisième chose, c'est que l'or, vous pouvez le déplacer dans d'autres pays, évidemment, et l'échanger contre n'importe quoi. Ça a une valeur dans tous les pays du monde, donc c'est quelque chose d'intéressant, me semble-t-il. Deuxième chose, c'est d'avoir des devises étrangères, et notamment du franc suisse, peut-être des devises asiatiques, et du dollar, parce que la majorité des échanges se font en dollars. Et donc, évidemment, quand l'euro ne vaudra plus rien, il sera intéressant d'avoir du franc suisse, qui est une monnaie qui est plutôt solide, hein, rien à redire. Et peut-être du dollar, parce que quand même, ça reste la monnaie principale des échanges dans le monde, hein, même si c'est en train de diminuer, il y a un peu moins d'échanges en dollars, mais néanmoins, la majorité des échanges se font toujours en dollars. Derrière chose, je pense qu'il faut avoir du cash sur soi, hein, du vrai cash, et réduire le montant de votre épargne qui sont bloqués dans vos assurances vie. Simplement pour deux raisons. La première, évidemment, si on vous bloque votre épargne, vous pourrez rien faire. Deuxièmement, le cash permet de faire des petites choses assez rapidement. Et troisième chose, on a parlé des marchés financiers en début de vidéo. Si les marchés financiers sombrent, ce sera potentiellement une opportunité pour faire ce qu'on appelle des soldes, acheter des actions solides à prix raisonnable. Et donc là, ça peut devenir très très intéressant. Voilà les premiers conseils, voilà la première chose qu'on peut faire à l'instant T.